Bien, bonjour à tous. Comme vous le savez, à la suite d'un incident technique, nous avons dû évacuer cette salle mardi dernier au moment où nous examinions la mutation induite par la défaite de Pompéi et des alliés italiques contre Rome au moment de la guerre sociale. Cette interruption malencontreuse introduit dans ma série de cours consacrée à Pompéi un décalage qui va faire se chevaucher des modules de 2 heures que j'avais conçus pour former des ensembles. Mais qu'importe, comme dans les meilleurs feuilletons, vous serez tenus en haleine, je l'espère, par des épisodes à suivre d'une séance sur l'autre. Avant d'entrer ou de rentrer dans le vif du sujet, je vous ai fait passer à l'entrée de la salle des invitations pour une série de 4 conférences d'un collègue hollandais que j'estime énormément et qui viendra à Paris au mois de novembre. Et je vous invite, bien que ces conférences seront données en anglais, à venir nombreux, car il a des choses tout à fait intéressantes à nous dire sur la démographie de l'Antiquité, le niveau de vie, l'économie urbaine et les fondations agricoles de la croissance. Donc revenons à notre cours de la semaine dernière. Nous avions vu que les traces du siège de Pompéi sont encore visibles en plusieurs endroits, notamment près de la Porta Ercolano, où des projectiles envoyés par les machines de guerre romaines ont laissé de nombreux impacts. Certaines maisons furent d'ailleurs totalement rasées et cela induit évidemment des reconstructions après la guerre, et on trouve fréquemment dans les niveaux de cette période des boulets de balistes et des balles de front en plomb. Certains Pompéiens étaient toutefois demeurés fidèles à Rome. L'auteur Velleius Paterculus mentionne par exemple Minatus Magius, qui se trouvait aux côtés de Lucius Cornelius Sylla. Ces fidèles à Rome et leurs biens furent bien entendu épargnés lors de la déduction de la colonie romaine qui suivit la guerre. Et nous arrivons donc à la 6e phase de notre histoire, qui est celle qui s'étend de la colonie romaine à l'époque d'Auguste. Au lendemain de la défaite, des changements très importants advinrent. Des changements institutionnels d'abord. Entre 89 et 80 avant Jésus-Christ, Sylla étant en Asie pour faire la guerre contre Mithridate, le pouvoir à Rome passa aux mains du parti populaire conduit par Cinna, qui était favorable à l'élargissement de la citoyenneté. La cité était alors gouvernée par des quatuors viri en tant que municipes. Mais au retour de Sylla d'Orient, en 80 avant Jésus-Christ, c'est une colonie appelée Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum, qui fut déduite par son neveu Publius Cornelius Sylla. Elle fut dès lors dirigée par des duumvirs, assistés de 2 édiles élus chaque année. Deuxième changement notable est un changement partiel de population. Une partie de la population, les révoltés, fut chassée et peut-être 4000 vétérans des armées de Sylla furent installés dans leurs propriétés. Ce qui veut dire que l'on leur donna des terres et des maisons dans le territoire de Pompéi, évidemment les propriétés qui avaient été prises aux révoltés. Mais comme les lots donnés aux vétérans étaient petits, la plupart d'entre eux les revendirent rapidement aux anciens propriétaires et partirent s'établir ailleurs, notamment en Afrique, suivant le condottiere et Publius Sitius, qui était un voisin, si on peut dire, puisqu'il était originaire de la ville de Nuceria. Mais les Samnites, qui
habitaient auparavant à Pompéi n'accédèrent plus aux magistratures durant une bonne trentaine d'années, où la vie politique fut dominée par les colons romains, créant une rancœur dont Cicéron s'est fait l'écho dans le Procilla au paragraphe 60-62. Outre les colons sillaniens, l'époque tardo-républicaine vit l'implantation de chevaliers et de sénateurs romains. Cicéron lui-même possédait une villa à Pompéi et les Popaei à Oplontis, et nous verrons que ça a une importance pour la suite. Durant la guerre civile entre Pompée et César, Pompéi choisit le parti des optimates, ce qui explique la disparition, après la guerre, de certaines familles comme celle des Porcii, car elles s'étaient compromises avec le vaincu, Pompée le Grand. Le vide ainsi créé permet le retour au premier plan, après la guerre civile, des vieilles familles samnites qui avaient été souvent liées aux marianistes et aux populares, c'est-à-dire les Popilii, les Aléi, les Lacii, les Olconii, les Décidii, les Eumachii, etc. La compétition électorale était alors toujours aussi vive, ce qui explique la multiplication des peintures publicitaires invitant à voter pour tel ou tel candidat que nous voyons encore sur les murs de la ville. Mais je vous rappelle que cette compétition électorale n'impliqua rien que Pompéi soit une démocratie, c'était une colonie dirigée par une oligarchie de propriétaires fonciers. Enfin, dernier changement majeur induit par la déduction de la colonie, ce sont les changements urbanistiques. Outre la réparation des remparts, on construisit de façon intense de nouvelles maisons, des boutiques et des monuments publics tels que, entre 89 et 80 avant Jésus-Christ, le portique sud du Forum, construit par Vibius Popidius, puis dans les années 70, l'amphithéâtre et le théâtre couvert, Theatrum Tectum, peut-être sur une base plus ancienne. Ces deux monuments furent offerts par Marcus Quinctius Valgus et Marcus Porcius, deux partisans de Sylla énormément enrichis par la guerre. Selon Cicéron, Valgus était devenu l'un des plus riches propriétaires de la Campanie grâce aux biens confisqués aux proscrits. C'est ce qu'il rapporte dans la Loi agraire, livre 3, paragraphe 2. De nouveaux thermes furent construits au nord du Forum, au début de la colonie, sur les deniers publics, par les Duoviri, Lucius Caesius et les édiles Caius Oxius et Lucius Nerameius. Le tépidarium en était chauffé par un brasero offert par Numerius Nigidus Vacula avec les bancs de bronze qui lui étaient associés. Les termes de stabi furent mis au goût du jour après la fondation de la colonie en les équipant de salles sur hypocauste, que l'on peut voir ici, par les duumviri Caius Ullius et Publius Asinius, qui mirent aux enchères la construction du Laconicum et du Districtarium, ainsi que la réfection de la colonnade et de la palestre. Des aménagements furent aussi apportés dans les temples. Dans celui d'Apollon, les Quatuor Viri érigèrent un autel et le temple d'Esculape fut notablement transformé par la construction d'une cella abritant les statues de culte en terre cuite. De nombreuses maisons furent alors redécorées et embellies dans la ville et hors de la ville. C'est au cours de la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ que se répand en effet le deuxième style de peinture, caractérisé par des mégalographies où des personnages en pied expriment un discours historique, comme par exemple dans la villa de Publius Fabius Sinistor à Bosco-Real, ou des scènes religieuses, comme l'exemple du salon de la Villa des Mystères, qui fut peint dans les années qui suivirent la déduction de la colonie, certainement à l'occasion d'une restructuration permise par un changement de propriétaire.
Nous arrivons maintenant à la 7e phase de notre histoire qui concerne l'époque d'Auguste et tout le 1er siècle après Jésus-Christ, la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, jusqu'au tremblement de terre de 62 ou 63. Les lendemains de la guerre civile marquèrent un renouvellement qui se manifesta par l'apparition de nouvelles familles dirigeantes et de personnages qui jouèrent un grand rôle dans l'embellissement de la ville, tels Marcus Lucretius Decidianus Rufus, dont nous voyons ici une base de statue érigée sur le forum, et Marcus Olconius Rufus. À la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, les frères Olconii, Rufus et Celer, offrirent de leur denier la réfection du théâtre en prenant comme architecte Marcus Artorius Primus, qui construisit la crypta, le couloir entre la media et la summa cavea, l'agrandissement de la cavea, et en remplaçant les gradins par du travertin. Dans les termes du forum, le caldarium fut orné d'une vasque en marbre sous le duumvirat de Cneius Medicius Aper et de Marcus Taius Aper en 3-4 après Jésus-Christ. Plus tard, de nouvelles familles, les Elvii, les Coelii, les Alei, les Tullii, intégrèrent l'élite sociopolitique de la cité. Parmi eux, Marcus Tullius fit construire à ses frais et sur sa propriété, lors de son augurat, le temple de la fortune Auguste. Fouillé entre octobre 1823 et février 1824, il a fait en 2010 l'objet de fouilles stratigraphiques de la part de William Van Andringa et de son équipe. Ce temple corinthien, pseudo-péritaire à revêtement de marbre blanc, fut inauguré en 3 après Jésus-Christ, selon l'inscription CIL 10-820. Bien que construit par un privé et contenant une statue de Marcus Tullius aux côtés des statues divines d'Auguste et de la Fortune, le culte fut considéré comme public et intégré dans le calendrier de la cité. Il était desservi, et c'est important pour notre propos futur, par des ministres du culte nommés par la cité parmi les esclaves prometteurs, c'est-à-dire ceux dont on pouvait penser qu'ils s'intégreraient, ou en tout cas leurs descendants s'intégreraient dans les classes dirigeantes de la cité. Certaines femmes se présentent alors sur le devant de la scène sociale, la plus connue étant Eumachia, prêtresse de Vénus et de Cérès. Cette fille de Lucius Eumachus, riche propriétaire foncier et producteur de vin, d'amphores, de dolia et de tuiles, acheta et fit démolir les anciennes maisons et boutiques flanquant le côté est du forum pour édifier ce que l'on appelle l'édifice d'Eumachie, une sorte de petit forum impérial décoré de statues de héros mythiques de Rome et des membres de la famille impériale. Cet acte d'évergétisme était destiné à mettre en valeur sa propre famille pour pousser son fils vers les plus hautes magistratures. De nouveaux venus commencent aussi à apparaître dans les maisons relativement luxueuses et à travers l'épigraphie. Ce sont les affranchis. Certains de ces anciens esclaves, enrichis par leur travail ou par héritage, n'étaient pas, selon le mot de Paul Veyne, des parvenus, car ils ne pouvaient parvenir à l'élite sociale représentée par les magistrats. Mais la société leur faisait une place en tant que prêtres du culte impérial, ministri Fortunae Augustae, ministri Augusti Mercurii et Maiae, et ministri Augusti, puis Severi Augusti. Ils représentaient la partie la plus dynamique de la population et nous les retrouverons dans toutes les activités économiques. Certains, enrichis par le commerce, se firent construire des tombeaux magnifiques tels que Munacius Faustus, Augustalis et Magister Pagi, nous dit l'inscription sur son tombeau, que son épouse Naevoleie Tyché fit ériger et fit orner d'une
d'un bas-relief représentant un bateau rentrant au port, claire allusion à l'origine de la fortune, c'est-à-dire le commerce maritime. Un autre affranchi de l'époque de Néron, Caius Calvensius Quietus, fut honoré par les décurions, c'est-à-dire par le conseil municipal de la cité, d'un bisellium dans le théâtre, c'est-à-dire d'un siège d'honneur dans le théâtre, qui est représenté ici sur son tombeau. Les enfants de ces affranchis, lorsqu'ils étaient nés libres, pouvaient ensuite intégrer l'aristocratie locale, voire impériale. Le rôle des vergettes s'affirmera notamment après le tremblement de terre, entraînant une certaine mobilité sociale. D'autres équipements urbains furent érigés sous le règne d'Auguste. Comme la vieille palestre samnite ne suffisait plus, on construisit une grande palestre près de l'amphithéâtre, en application de la politique de l'empereur Auguste, qui réorganisa les activités juvéniles et sportives sous le patronage des princes de la jeunesse. Au centre de ce vaste édifice se trouvait un espace découvert de 15 000 m², non, de 1500 m², pardon, avec une piscine au centre, une exèdre du culte impérial et des pièces pour se préparer aux exercices. Le Collegium Juvenum disposait aussi d'un vaste local sur la Via dell'Abbondanza, dans la région 3, îlot 3, numéro 6, décoré de grands trophées d'armes et abritant des armoires renfermant des armes de parade. À peu de distance, vers l'est, toujours sur la Via dell'Abbondanza, se trouvaient les bains de la jeunesse, ainsi que nous l'apprend une inscription. Ces bains, pourvus d'un gymnase, étaient loués à une sorte de club aristocratique par la propriétaire Iulia Félix. La demande de la population augmentant, d'autres thermes furent alors construits, comme les thermes Lussarno et les thermes suburbains, construits au début du 1er siècle de notre ère. Ces derniers sont bien connus car la fouille est récente, exécutée entre 1985 et 1988. Ils sont situés hors les murs, près de la Porta Marina, et on y accédait par un portique trapézoïdal que vous voyez ici, où un graffito indique que ces thermes, comme tous les établissements de bains et toutes les tavernes, étaient un lieu de prostitution. D'ailleurs, les peintures à sujet pornographique de l'apoditérium des thermes ne laissent pas de doute sur la fonction du lieu qui était doté de tous les équipements habituels à la pointe de la technologie et de l'appareil décoratif. Un événement, un fait divers pourrait-on dire, se produisit en 59 après Jésus-Christ. À l'occasion d'un spectacle de gladiateurs dans l'amphithéâtre, une rixe éclata entre les Pompéiens et leurs voisins de la cité de Nuceria, cité qui venait d'être élevée à la dignité de colonie en 57. Jalousie et rivalité de voisinage ont dû servir de détonateur à cette bagarre qui fit plusieurs morts et de nombreux blessés. L'affaire remonta jusqu'au Sénat de Rome, qui décréta alors une interdiction des jeux pour 10 ans. La rixe est parfaitement représentée dans une peinture trouvée dans la région 1, sous la 3, numéro 23, où l'on voit l'amphithéâtre, la grande palestre avec sa piscine au milieu, et la place où eurent lieu les affrontements meurtriers. En fait, l'interdiction des jeux dura peu, car Pompéi fut frappé peu de temps après par un grand tremblement de terre. L'année 62 ou 63 varie selon qu'on suit un texte de Tacite, dans les Annales, livre 15, paragraphe 22 et suivant, qui indique
que le tremblement de terre eut lieu le 5 février 62, ou un passage de Sénèque dans les Questions naturelles, livre 6, paragraphe 1, qui date l'événement d'un an après. Quoi qu'il en soit, le tremblement de terre détruisit une bonne part de Pompéi et d'autres cités campaniennes et frappa les esprits. Lucius Caecilius Iucundus, un banquier qui habitait la Via Stabiana, c'est-à-dire cette grande artère que nous avons vue qui traverse Pompéi du nord au sud, fit représenter des scènes de cette catastrophe sur des bas-reliefs ornant son larraire. Les effets du tremblement de terre et la reconstruction qui suivit marquent une rupture bien visible lors des fouilles archéologiques. Sur le bas-relief, on voit d'ailleurs les effets sur le grand temple du Forum ici, et en particulier dans ce secteur qui concerne la partie nord des remparts. On voit que le château d'eau, qui est parfaitement représenté ici, s'est maintenu à peu près en état, alors que la porte s'est écroulée et, de fait, elle ne fut pas reconstruite. Beaucoup de riches maisons furent aussi abandonnées et Sénèque stigmatisait l'exode des riches habitants, toujours dans les Questions naturelles au livre 6, paragraphe 1. Ça nous amène donc à notre 8e période qui concerne les dernières années de Pompéi, entre le tremblement de terre de 62-63 et l'éruption de 79. En fait, la reconstruction de la ville qui suivit le tremblement de terre fut probablement beaucoup plus rapide qu'on ne l'a pensé à la suite des écrits d'Amedeo Maiori, notamment dans son célèbre ouvrage L'ultima phase di Pompei. Cette reconstruction fut aidée financièrement par Néron, qui fit probablement un voyage à Pompéi immédiatement après le tremblement de terre. 2 graffitis de la case de Iulius Polybius, dans la région 9, Insula 13, mentionnent le don d'un bijou précieux à Vénus de la part de Popée, et l'aide ainsi que l'aide de l'empereur sous la forme de dons en or. Le couple, formé alors par Néron et Popée, qui était originaire de la cité, dut offrir en 64 après Jésus-Christ une lampe en or qui a été retrouvée en 1863 dans le cryptoportique proche du temple de Vénus. Ce don est peut-être lié à une reconnaissance à l'occasion de la naissance de leur fille. Selon Savino, dans un article qui s'appelle Pompei il terremoto di 63, paru en 2009, Savino qui a souligné donc ces faits, il est toutefois probable que l'aide de Néron cessa à la mort de Popée en 65 et que l'incendie de Rome nécessita une réorientation des crédits disponibles vers la capitale. Comme il est de règle dans de telles catastrophes, ce sont les ateliers et les commerces qui se sont relevés le plus rapidement. À cela, 2 raisons. D'une part, pour des gens dont le travail est la seule richesse, se remettre au travail au plus vite est vital au sens propre du terme. D'autre part, réparer ou reconstruire de petites maisons ou des boutiques ne demandait pas d'aussi gros travaux que de restaurer ou de reconstruire de grandes demeures ou des monuments publics. Ce phénomène a été bien explicité par Jean Andreau dans un célèbre article intitulé « Histoire des séismes et histoire économique, le tremblement de terre de Pompéi », paru dans les Annales en 1973, page 369 et suivant. Nous avons une illustration archéologique directe à la fois de la rapidité de ces travaux et des techniques employées avec la reconstruction depuis la base des murs nord et ouest de la boutique de parfumeur située en
dans la région 7, Insula 4, au numéro 24-25. Alors, je vous remontre ici le forum de Pompéi, la Via des Augustali, et dans ce secteur, il y avait un certain nombre de parfumeries, dont une que j'ai eu l'occasion de fouiller en 2001. Les murs furent alors rebâtis en tuiles, des tuiles qui étaient cassées en biais, que vous voyez ici, et un dépôt de 3 monnaies fut scellé dans le sol qui a été coulé, un sol de béton qui a été coulé à ce moment-là. Parmi ces 3 monnaies, 2 sont des monnaies flambant neuves, frappées en 65, et qui étaient donc insérées comme dépôt votif. Ce dépôt indique que les travaux furent terminés probablement immédiatement après, soit en 65, soit peut-être juste après, mais je crois que c'est vraiment en 65, ce qui voudrait dire que la boutique avait été totalement restaurée 2 ou 3 ans après le tremblement de terre. Sur le forum lui-même, les édifices du culte impérial et de l'administration de la colonie furent reconstruits très vite. Les sondages d'Amedeo Maiori en 1942 ont montré que les 3 édifices qui bordent le forum au sud furent bâtis à l'époque flavienne en appareils de briques et de tuiles, comme vous pouvez le voir, ce que confirment les sondages récents de Cockle. Leur construction, la construction de ces 3 édifices administratifs, est parfaitement homogène et utilise des lots de tuiles qui sont identiques. L'amphithéâtre fut ébranlé mais ne s'écroula pas. Il fallut restaurer les voûtes et combler les fissures, et une inscription rappelle que Caius Cuspius pensa, le père et le fils ont payé cette restauration. Les termes de Stabi et du forum furent réparés, et les grands termes centraux furent mis en construction. Les travaux n'étaient pas terminés en 1979. Ces termes centraux marquent une rupture. Ils sont beaucoup plus clairs, plus vastes, plus rationnels que les précédents. Construits en détruisant un îlot entier de maisons qui avaient été ébranlées par le tremblement de terre, ils forment un complexe comprenant un centre commercial, que vous voyez ici, marqué par des rangées de boutiques ouvrant sur la rue, et à l'intérieur, autour d'une cour centrale, les thermes eux-mêmes, et qui ouvraient vers l'ouest par de grandes baies qui étaient destinées à être dotées de vitres. La reconstruction du temple d'Isis est emblématique de cette période à plus d'un titre, de par son commanditaire et de par les techniques de construction et de décoration. L'importation du culte de la déesse Isis, protectrice de la navigation, est le fruit de constants contacts avec l'Orient, notamment avec Délos et avec Alexandrie. Un premier sanctuaire fut détruit par le tremblement de terre et tout de suite après, il fut reconstruit depuis les fondations par Numerius Popilius Celsinus, comme l'indique une inscription insérée en façade. En réalité, c'est son père, Ampliatus, un affranchi, qui paya les travaux afin de promouvoir son fils aux plus hautes sphères de la société pompéienne. Et de fait, le Sénat local, en remerciement de ce bienfait, admit le fils en son sein à l'âge de 6 ans, certainement à la grande satisfaction de son père, dont le passé servile interdisait une telle reconnaissance sociale. On voit ici à l'œuvre le mécanisme de renouvellement des élites par les anciens esclaves affranchis qui, une fois enrichis, souvent par le commerce ou la manufacture,
relève et prolonge l'existence de familles parfois éteintes. Cette activité édilitaire générale se manifesta aussi bien par l'ouverture de carrières, par des réparations de murs ou des reconstructions complètes, et par l'exécution de nouveaux décors, notamment des décors peints, qui sont attribuables dans leur quasi-totalité au IVe style pompéien. Tous ces travaux, remaniements, entraînèrent des désordres dans les propriétés, probablement des usurpations de terrains privés et certainement de terrains publics qui avaient été abandonnés avant ou après le désastre, et la situation devint telle que Vespasien dut envoyer Titus Suedius Clemens, maître de l'ordre dans le cadastre, et récupérer les terrains publics pour les rendre à la colonie. Nous sommes presque au moment de l'éruption et je dois dire un dernier mot concernant la date de l'éruption. On a longtemps pensé que l'éruption avait commencé le 24 août 1979, vers 10 heures du matin, pour durer jusqu'au 28 août. Les historiens le pensaient car les meilleurs manuscrits, ceux qui présentent le moins de fautes, des fameuses lettres de Pline le Jeune à Tacite, et qui décrivent donc l'éruption en tant que témoin oculaire, donnent la date nonum ante calendes septembres, soit 9 jours avant les calendes de septembre, et donc le 24 août. Pline le Jeune était le neveu de Pline le naturaliste et se trouvait dans le palais de son oncle, qui était alors préfet de la flotte romaine à Misène, qui est juste en face de Pompéi, lorsque l'éruption eut lieu. Mais d'autres manuscrits, aujourd'hui perdus, devaient donner des dates différentes qui furent utilisées lors des premières éditions des lettres de Pline qui furent publiées à la Renaissance. On trouve par exemple le 30 octobre, c'est-à-dire le 3e jour avant les calendes de novembre, ou le 1er novembre lui-même, c'est-à-dire le moment des calendes de novembre. Par ailleurs, Dion Cassius, dans l'Histoire romaine, livre 66, paragraphe 21, assure que l'éruption eut lieu en automne. Après des doutes émis dès 1797 par Carlo Maria Rossini, les archéologues ont aussi contesté cette date depuis la fin du XIXe siècle, car d'une part, les braseros étaient allumés dans les maisons, ce qui est un peu étonnant au mois d'août. D'autre part, les fruits d'automne étaient déjà rentrés dans les resserres, et enfin, les vendanges étaient faites, ce qui paraît difficilement compatible avec la fin du mois d'août. On a cru tenir une certitude avec l'étude d'une monnaie d'argent frappée sous Titus, devenu empereur, donc Auguste, en juin 79, et trouvée dans la maison du bracelet d'or. La pièce est mal conservée, mais on pensait lire que Titus portait le titre d'impérator pour la 15e fois. C'est ce que j'ai souligné en rouge ici. Ce qui veut dire que son armée a été victorieuse 15 fois. Or, dans une lettre envoyée par Titus au municipe de Minugua, en Espagne, datée précisément du 7 septembre 79, Titus est impérator pour la 14e fois. Vous voyez ici, ce qui implique que l'éruption a bien eu lieu après cette date. Malheureusement, cette preuve vient d'être contestée par un article de Hadby paru en 2013 qui s'appelle « The Last Coin in Pompeii, Re-Evaluation of the Coin Hoard from the House of the Golden Bracelet », paru dans The Numismatic Chronicle, donc en 2013. En effet, un examen plus approfondi de la monnaie montre qu'elle entre en fait dans la série 2 des émissions de deniers de Titus lorsqu'il ne portait pas encore le titre de pater patriae. Or, ce titre lui fut donné alors qu'il était encore impérator pour la 14e fois. Par conséquent, toute monnaie portant la 15e salutation impériale doit porter aussi la mention pater patriae,
ce qui n'est pas le cas dans la monnaie de la maison du bracelet d'or. Ce que nous voyons là, en fait, c'est un dessin de la monnaie et pas une photo qui n'a pas été publiée. Donc, on doit aboutir à la conclusion que cette monnaie a été mal lue et qu'elle portait en réalité la mention Imperator pour la 14e fois. On perd ainsi la preuve numismatique que l'éruption est postérieure à août 79. Mais les autres arguments demeurent. Le texte de Dion Cassius, la flore automnale, les braseros et les vendanges faites. Et il faut donc probablement dater l'éruption entre la fin octobre et novembre 79. Cette date plus avancée dans l'automne explique aussi que les conditions météorologiques poussaient le vent à souffler du nord très violemment vers le sud, ce qui n'arrive pas en été. On voit donc comment les progrès de l'archéologie aboutissent à une révision d'une date que l'on croyait bien établie par les textes. Le déroulement de l'éruption lui-même est bien connu grâce au récit de Pline le Jeune, auquel je vous renvoie. La découverte de nombreux corps de fugitifs qui ont été moulés en donne une image saisissante et montre que les habitants, pris par la panique, ont tenté de fuir ou se sont cachés. Exactement 1047 corps ont été jusqu'à présent retrouvés dans la ville et 543 dans son territoire. On estime qu'il y aurait eu plus de 2000 morts sur une population de 8 à 10 000 personnes, mais peut-être le chiffre est sous-estimé. Alors on pourrait croire que nous sommes à la fin de notre histoire avec l'éruption qui scelle le destin de Pompéi. Mais je voudrais ajouter une postface, une 9e phase antique, qui a été jusqu'à présent assez singulièrement négligée. C'est-à-dire la transformation de la ville de Pompéi en chantier de récupération de matériaux immédiatement, ou en tout cas peu de temps, après l'éruption. Donc, l'histoire de Pompéi ne s'arrête pas avec la catastrophe. Pendant longtemps, l'autorité d'Amedeo Maiuri, qui fut surintendant des fouilles de Pompéi et directeur du musée de Naples entre 1923 et 1961, a imposé la théorie que Pompéi ne s'était pas complètement relevé des dégâts causés par le tremblement de terre et que les monuments publics tels que le Capitole ou le Temple de Vénus n'étaient pas encore restaurés au moment de l'éruption. Sur le fond, cela n'a rien d'impossible. 16 ou 17 ans représentent une période bien courte pour remettre en état une ville entière dévastée par un tel sinistre, surtout avec les techniques de l'époque. Maiuri pensait que le tremblement de terre avait aussi accéléré une évolution socio-économique en cours qui aurait vu la montée en puissance des affranchis au détriment de l'aristocratie foncière traditionnelle qui aurait déserté la ville. Les affranchis auraient été plus dynamiques à relever la ville de ses ruines, favorisant des activités et des cultes tels que celui d'Isis, qui leur étaient vitaux, alors que les bâtiments liés à la vie et au culte civique traditionnel mettaient du temps à se relever. Malgré les critiques justifiées d'Ettore Lepore, de Jean Andro, puis de William Youngman, il y a une part de vérité dans cette reconstruction, mais Maiuri a certainement forcé le trait en refusant de tenir compte de la récupération des œuvres d'art, du métal et des matériaux dans les années qui ont suivi l'éruption, alors même qu'il avait constaté les dégâts de ces travaux postérieurs à l'éruption dans ses fouilles du Forum et de la maison de Ménandre. En effet, selon Suétone, dans la vie de Titus, paragraphe 8, et selon Dion Cassius, livre 66, paragraphe 24, Titus envoya 2 consulaires en tant que curatores restituendae campaniae pour prendre les mesures qui s'imposaient après la catastrophe.
Fausto Zevi, dans un article qui s'appelle Sul Tempio di Iside a Pompei, paru dans la Parola del Passato en 1994, a montré que les édifices publics furent dépouillés de leurs matériaux, mais non le temple d'Isis, car celui-ci était construit en maçonnerie et décoré en stuc, alors que, par exemple, le temple de Vénus ou le Capitole, qui était en gros blocs de pierre, ont été retrouvés quasiment arasés, et bien que nous savons qu'ils aient été restaurés après le tremblement de terre. Les récupérations eurent lieu en plusieurs points faciles d'accès, notamment à flanc de colline. Au sud-est, les termes suburbains ont été spoliés de leurs décorations de marbre, des conduites en plomb et de la chaudière en bronze après l'éruption. Dans le théâtre, une large part des gradins furent récupérés. Ce sont ces travaux qui expliquent le passage de Dion Cassius, qui écrit que de nombreuses victimes se réfugièrent en vain dans le théâtre, ce qu'on ne pouvait savoir sans avoir procédé à des dégagements. Et je vous renvoie au livre 66, paragraphe 23, et j'ai mis ici une photo des prises vers 1900, avant les restaurations et surtout l'installation de gradins modernes qui permettent de donner des spectacles dans le théâtre, qui ne permettent plus désormais d'avoir une bonne appréciation de l'état de conservation du monument. Mais c'est la zone du forum qui fut le plus touchée. En effet, le lieu de la place devait former une dépression bien visible après les dépôts pyroclastiques, car il n'y avait pas de monument sur la place elle-même. À partir d'un dégagement sommaire, il fut possible aux ouvriers d'accéder aux monuments principaux en levant les plaquages de marbre, les statues de leur socle, les inscriptions sur plaques de bronze qui étaient affichées notamment dans le soi-disant commission, ainsi que des blocs de grands appareils dont les dalles du forum lui-même et les blocs des murs du Capitole et surtout les blocs de marbre du temple de la Fortune Auguste que nous voyons donc totalement dépouillés. Il ne reste plus que les blocs de marbre des fondations, toute la partie supérieure a été récupérée. Sur ces questions, la thèse que Mme Sandra Zanella a soutenue ici même l'année dernière, qui s'appelle « Bâtiments privés sur le sol public, les maisons en terrasse de Pompéi entre le forum et les murailles » est très éclairante. Mme Zanella a pu reconstituer les phases du chantier de récupération qui dut créer une voie d'évacuation des matériaux vers la mer par la basilique et le temple de Vénus, qui fut alors arasé pour la circonstance. Elle a rappelé que les fouilles de la basilique, en mai 1813, employa 150 ouvriers au maximum et seulement durant 8 mois, et elle calcule que la remise au jour du forum et des édifices par 150 à 200 personnes n'a pas dû prendre plus de 2 ou 3 ans. C'est d'ailleurs probablement pour nourrir ces ouvriers qu'un four à pain fut construit sur les lapillis de l'éruption dans une salle souterraine de la maison de Championnet numéro 1, une fouille qui remonte aux années 1936, et vous voyez très bien donc ce four qui est construit sur la couche des lapillis et qui est donc postérieur à l'éruption. Au total, cette entreprise d'État, qui avait pour objet d'utiliser des matériaux récupérés pour restaurer les villes environnantes, qui avaient été dévastées aussi, comme Nuceria, eut des effets considérables sur la conservation de la ville. Il faut bien reconnaître que Pompéi n'est pas aussi bien conservée qu'on pourrait l'espérer et qu'on ne l'a cru pendant longtemps. Sur bien des aspects, notamment sur la vie publique, l'information est biaisée et incomplète. Mais Pompéi reste malgré tout la source de documentation essentielle sur la vie privée,
sur l'histoire des techniques et sur la vie économique. C'est ce que nous allons commencer à examiner après une pause que nous allons un peu avancer pour marquer justement ce passage de l'histoire de Pompéi à l'analyse de la vie économique et de ses vestiges. Et je vous propose de reprendre cette séance dans 5 minutes. Merci.